Un plongeur chevronné a affirmé un jour que plonger n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on vit. C'est plutôt vrai dans la mesure où ce que l'on voit et ce que l'on entend et la façon de se déplacer et de respirer sous l'eau diffèrent lorsque c'est sur la terre ferme. Commençons par ce que l'on voit et ce que l'on entend en plongée. L'eau étant plus dense que l'air, elle a une incidence sur la lumière. La lumière qui pénètre dans votre masque sous l'eau change légèrement de direction, ce qui entraîne un grossissement d'environ 1/3. Selon votre perspective, les objets peuvent paraître plus gros, plus proches ou les deux, mais avec l'expérience, vous corrigerez mentalement ces différences sans y penser. D'autre part, l'eau reflète, diffuse et absorbe la lumière. C'est pourquoi, plus on va en profondeur, moins il y a de lumière, mais vos yeux sont très sensibles. Sur les sites de plongée les plus fréquentés, la lumière est suffisante dans la journée. Même si vous ne remarquerez pas forcément une perte de lumière dans de l'eau claire dans la journée, vous vous apercevrez peut-être d'une perte de couleur. L'eau n'absorbe pas la lumière uniformément, elle absorbe certaines couleurs avant d'autres. Comme vous le voyez ici, vous perdrez le rouge, puis le jaune, le vert et enfin le bleu. Même si les yeux s'adaptent au changement de couleur, vous serez peut-être surpris de la perte de couleur que révèle la lumière en plongée. Le monde sous-marin n'est pas silencieux. Vous entendrez les organismes aquatiques, les bateaux, d'autres plongeurs et d'autres bruits. Le son se déplace sur de plus longues distances dans l'eau que dans l'air. Un bateau trop éloigné pour être audible à la surface peut sembler proche sous l'eau. Le son se déplace également environ 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air, d'où la difficulté d'en déterminer la direction. En général, sous l'eau, le son semble arriver de partout autour de soi ou de directement au-dessus de soi. Vous pourrez peut-être discerner un changement relatif dans la distance selon qu'un son s'intensifie ou s'atténue. L'eau étant plus dense que l'air, il est plus difficile de s'y déplacer. Plus vous nagez vite, plus vous consommez d'énergie. Mais pourquoi se presser? Économisez votre énergie en vous déplaçant lentement et à une cadence régulière tout en évitant les mouvements rapides ou brusques. L'hydrodynamisme contribue à nager et à se déplacer efficacement sous l'eau. Vous êtes hydrodynamique lorsque tout votre matériel est parfaitement attaché et porté près du corps et que vous nagez de façon relativement stable. Comme vous l'avez appris dans la section 1, la stabilité désigne votre équilibre dans l'eau. Dans l'idéal, votre tête et vos pieds doivent rester relativement stables en position de nage. Si vous portez trop de poids, vous compensez en gonflant votre gilet stabilisateur. Cela a pour effet de relever le tronc et d'abaisser les pieds et donc d'ajouter de la résistance et d'entraîner un gaspillage d'énergie. Si vous ne portez pas assez de poids, votre gilet est peut-être dégonflé, mais vous devrez effectuer des battements vers le bas pour rester stable sous l'eau. Vos pieds seront alors en position trop élevée. Vous pouvez également avoir la bonne quantité de poids, mais réparti trop haut ou trop bas sur le corps. Lors de vos plongées de formation, votre instructeur vous aidera à vous lester et vous stabiliser correctement. Le bon lestage et la bonne stabilité tirent parti de la densité de l'eau pour faciliter votre déplacement. En plongée, vous vous maintenez en flottabilité neutre, presque en apesanteur, pour vous permettre de glisser aisément dans le monde sous-marin. À la surface, vous gonflez votre gilet stabilisateur pour pouvoir flotter sans effort. C'est votre capacité à modifier votre flottabilité qui fait de la plongée une expérience réellement unique. Normalement, on met fin à la plongée lorsque le froid devient inconfortable, mais sachez que l'eau absorbe la chaleur 20 fois plus vite que l'air, ce qui veut dire qu'on perd de la chaleur rapidement, même si l'eau est à 30 degrés, 86 degrés Fahrenheit. Pour rester à une température agréable, vous portez une combinaison isotherme, soit une combinaison humide intégrale comme celle-ci pour la plongée en eau modérément froide à modérément chaude, soit une combinaison humide à manches courtes comme celle-ci, adaptée aux eaux tropicales. Les combinaisons étanches sont apportées dans les eaux extrêmement froides. Nous reviendrons vite plus en détail sur les combinaisons isothermes. Si vous avez froid, vous n'aurez aucun plaisir à plonger. Dans ce cas, mettez fin à votre plongée et portez une protection mieux adaptée la prochaine fois. Sauf en eau très chaude, et même si vous portez une combinaison isotherme, vous perdrez quand même de la chaleur. Plus vous plongez longtemps, plus vous porterez de protection, mais vous finirez malgré tout par avoir froid. Normalement, on met fin à la plongée lorsque le froid devient inconfortable, mais il faut savoir qu'un tremblement incontrôlable est un signe d'hypothermie.
Un état grave dans lequel le corps atteint un niveau de refroidissement potentiellement dangereux. Si vous vous mettez à grelotter sans pouvoir vous arrêter, sortez immédiatement de l'eau, essuyez-vous et cherchez à vous mettre au chaud. Vous avez déjà appris qu'il fallait respirer lentement, profondément et régulièrement en plongée. C'est un moyen plus efficace de respirer de l'air dense et cela réduit l'effet des volumes morts. Un volume mort est l'air présent dans les voies respiratoires et qui n'atteint pas les poumons. Il s'agit de la première partie de chaque aspiration, plus élevée en déchets de dioxyde de carbone. Le matériel de plongée accroît le volume mort. Une respiration lente et profonde est plus efficace car cela permet de réduire la proportion de volume mort absorbé. Cela vous aide également à rester détendu et lucide. Le contrôle des voies respiratoires est la capacité à respirer sans absorber la petite quantité d'eau qui reste dans l'embout buccal, ce qui arrive fréquemment après un vidage. Cette technique consiste à inhaler lentement tout en penchant la tête en bas. Étant plus lourde que l'air, l'eau reste dans l'embout buccal pendant que l'air circule jusque dans la bouche et les poumons. Mettez le bout de la langue contre votre palais pour bloquer l'eau. Après avoir inspiré, expirez rapidement pour évacuer le reste d'eau. Si vous avez quelques gouttes dans la gorge, toussez en maintenant votre tuba ou votre détendeur en place. L'épuisement ou l'essoufflement est généralement le résultat de gros efforts prolongés, comme le fait de nager à contre-courant par exemple. Vous pouvez alors respirer plus vite que votre détendeur ne fournit d'air. Cela peut être alarmant et entraîner la panique. Les signes et symptômes d'épuisement comprennent notamment la fatigue, les difficultés respiratoires, la sensation de suffoquer ou de manquer d'air, un sentiment de faiblesse physique, l'anxiété, les maux de tête, les crampes musculaires et une tendance à paniquer. On prévient l'épuisement en respirant lentement et profondément. Si votre rythme respiratoire s'accélère, ralentissez. Si vous commencez à ressentir de l'essoufflement, arrêtez toute activité, faites signe à votre binôme et reposez-vous. À la surface, mettez-vous en flottabilité. Sous l'eau, tenez-vous à quelque chose si vous le pouvez, comme un rocher ou un corail mort. Attendez que votre respiration revienne à un niveau normal, puis continuez plus lentement. Si les conditions de plongée vous en empêchent, abandonnez. N'oubliez pas que l'objectif en plongée scaphandre est de toujours respirer lentement, profondément et régulièrement. Comme vous l'avez appris, vos plongées se planifient et s'effectuent en binôme. Cette planification ne doit pas nécessairement être compliquée ou prendre longtemps, mais elle contribue à rendre la plongée plus agréable et à mieux vous préparer à gérer des problèmes. Entre autres aspects qui peuvent varier selon les conditions de plongée, il faut planifier les points et méthodes de mise à l'eau et de sortie, le parcours à suivre, la profondeur et la durée de plongée maximale, passez en revue les signaux et les communications, prévoir à quel moment rentrer, en général selon le temps et la réserve d'air dont vous disposez, comment vous allez rester ensemble, que faire en cas de séparation d'avec votre binôme, les procédures d'urgence et votre objectif. Vous vous équipez ensemble et vous entraidez si nécessaire. Puis juste avant la mise à l'eau, vous procédez au contrôle de sécurité pré-plongée avec la phrase à se rappeler, bouteille, air, lestage, largage, OK ou toute autre phrase qui vous permette de vous rappeler ballot. B. Bouée, gilet, stabilisateur, vérifiez l'ajustement, le fonctionnement et le gonflage partiel. Assurez-vous que la sangle de la bouteille est bien ajustée. Vérifiez que vos dispositifs de signalisation de surface sont en place. A. Air, testez votre détendeur et votre source d'air de secours. Vérifiez votre manomètre immergeable pour être certain de disposer d'assez d'air pour plonger, plus une réserve. Les binômes doivent savoir trouver leur source d'air et de secours mutuel. L. Lestage, vérifiez que vos poids sont en qualité suffisante et bien répartis et que vous pouvez larguer rapidement et suffisamment de lest pour flotter. L. Largage, assurez-vous que toutes les boucles et sangles sont bien attachées et ajustées et que les binômes savent comment fonctionnent les dispositifs de largage de chacun. O. OK final, inspectez-vous les uns les autres pour vous assurer qu'il ne manque rien, que tout est bien ajusté, sangles desserrées, tuyaux coincés, etc. Prenez l'habitude de procéder au contrôle de sécurité pré-plongée. Cela ne prend que quelques minutes et peut vous permettre d'éviter les accidents. Pendant la plongée, restez avec votre ou vos binômes.
Rappelez-vous qu'en eau claire, vous pouvez vous éloigner excessivement de votre binôme alors que vous pouvez toujours voir celui-ci. Prévoyez à l'avance la marche à suivre en cas de séparation. La procédure générale consiste à se chercher pendant 1 minute au maximum, puis à se rejoindre à la surface si l'on ne se retrouve pas. Mais cela peut varier selon les circonstances. En équipe de 3 binômes, cette procédure est appliquée si un binôme se sépare, même si les 2 autres sont toujours ensemble. Le système de binôme fonctionne bien quand les plongeurs planifient la plongée ensemble, procèdent au contrôle de sécurité pré-plongée ensemble, restent ensemble et gèrent ensemble leur réserve d'air. Rappelez-vous, il vous incombe de rester avec votre ou vos binômes. Personne ne peut le faire pour vous. Gérer votre réserve d'air est l'une des techniques de plongée les plus importantes. Vous avez déjà appris à utiliser votre manomètre immergeable. Voyons maintenant comment vous et vos binômes gérez ensemble vos réserves. Étant donné que différents plongeurs consomment de l'air à différentes vitesses, un binôme utilisera toujours l'air plus vite. Tout au long de la plongée, vous et vos binômes échangez des informations sur vos réserves d'air dans la mesure où vous ferez demi-tour et rentrerez en fonction du plongeur qui atteint en premier la pression de retour planifiée. Supposez que vous et un binôme plongiez d'un bateau chacun équipé d'une bouteille de même capacité, soit remplie à 200 bars sur 3000 PSI. Vous vous mettez d'accord sur une réserve de 50 bars sur 500 PSI. Vous convenez également d'une réserve de 20 bars sur 300 PSI pour couvrir votre remontée et le palier de sécurité. Ajoutez cela à votre réserve pour déterminer la pression à laquelle vous devez commencer à remonter. Dans ce cas, vous commenceriez à remonter le long du câble d'amarrage du bateau avec au moins 70 bars sur 800 PSI de pression restante. Soustrayez 70 bars sur 800 PSI de votre pression de départ. Vous disposez donc de 130 bars par 2200 PSI pour la plongée proprement dit et vous convenez de rentrer dès que l'un d'entre vous a utilisé la moitié, soit 65 bars sur 1100 PSI. Puis vous effectuez le retour avec l'autre moitié. Donc pour trouver votre pression de retour, c'est-à-dire la pression à laquelle vous faites demi-tour et rentrez selon l'indication du manomètre immergeable, vous soustrayez 65 bars sur 1100 PSI de votre pression de départ. Dans ce cas-ci, votre pression de retour est 135 bars par 1900 PSI. Cela vous permet de retourner au câble d'amarrage et de remonter vers la surface avec votre réserve. Si l'on est particulièrement prévoyant, il est fréquent d'atteindre le point de remontée avec une plus grande quantité d'air que prévu. On peut alors souvent poursuivre sa plongée dans le périmètre immédiat et remonter à la surface dès que l'on atteint la pression de remontée. Les plongeurs les plus prudents atteignent généralement leur point de remontée dans les limites de leur réserve d'air, même en cas de retard imprévu. Sinon, remontez comme prévu de là où vous vous trouvez et nagez le reste du parcours à la surface. Ne risquez pas une panne d'air sous l'eau. Enfin, pour tenir compte des différences de réserve d'air et de pression d'air, planifiez votre gestion d'air en vous basant sur la plus petite réserve d'air. Au début et à la fin d'une plongée, vous passerez généralement un certain temps à la surface lorsque l'eau est profonde pour avoir pied. Comme vous l'avez appris, prenez l'habitude de garder votre masque et de respirer avec votre tuba ou détendeur. Dans une situation stressante, on a tendance à réagir par habitude. Il est donc important d'acquérir cette habitude. Vous pouvez prévenir et mieux gérer les difficultés lorsque vous pouvez voir et respirer le visage dans l'eau. Vous réagirez bien plus lentement si vous devez remettre votre masque. Équipé de votre masque sur le visage et de votre embout buccal dans la bouche, vous serez moins susceptible d'être aveuglé ou d'avaler de l'eau dans les vagues. Et vous risquez moins de perdre votre masque si vous le portez. Parlez si nécessaire, mais remettez immédiatement votre embout buccal dans votre bouche. Si vous devez rester à la surface pendant un certain temps au début d'une plongée, mettez votre tuba pour économiser votre réserve d'air. À la fin d'une plongée, quand votre bouteille ne contient plus que peu d'air, vous aurez peut-être besoin de votre tuba pour respirer le visage dans l'eau en nageant ou quand la mer est agitée. Lorsque vous devez vous mettre à l'eau à une certaine distance de l'endroit où vous voulez plonger, il est courant d'économiser de l'air en utilisant son tuba à la surface jusqu'à ce point. Vous pouvez utiliser votre tuba pour rechercher votre point de descente depuis la surface.
Si vous refaites surface à une distance éloignée de votre point de sortie, en raison d'un faible niveau d'air, vous n'aurez pas d'autre choix que de nager à la surface. Sur de courtes distances ou pour pouvoir voir sous l'eau, nagez le visage vers le bas. Mais sur de longues distances, il est moins fatigant de nager sur le dos car l'eau soutient le poids de la bouteille, même s'il est un peu plus difficile de s'orienter et de regarder où l'on va. Maintenez le système de binôme. Communiquez et restez ensemble. Il est généralement plus pratique de nager côte à côte, comme ceci. Quand vous êtes prêt à descendre, vous suivez 5 étapes. Premièrement, vérifiez que votre binôme est prêt à descendre. Deuxièmement, orientez-vous sur quelque chose à la surface ou sous l'eau. Troisièmement, passez sur le détendeur. Et quatrièmement, assurez-vous que votre ordinateur est opérationnel et pas en mode veille. Activez votre chronomètre si vous en utilisez un. Cinquièmement, faites signe descente et dégonflez lentement votre gilet stabilisateur pour commencer ensemble votre descente. Commencez à égaliser immédiatement dès le début de votre descente, puis fréquemment tous les mètres quelques pieds comme vous l'avez appris précédemment. Descendez la tête au-dessus des pieds comme ceci pour vous orienter et égaliser plus facilement. Vous aurez souvent une corde ou une inclinaison comme point de repère. Vous l'utiliserez généralement en tant que repère visuel et contrôlerez votre descente en maîtrisant votre flottabilité, mais dans certaines conditions, lorsqu'il y a du courant notamment, vous pourrez vous y tenir. En descente sans repère, restez avec vos binômes, ajustez votre flottabilité et contrôlez votre descente en consultant votre ordinateur. Votre flottabilité diminue au fur et à mesure que vous descendez, ce qui fait que vous coulez plus vite. Cela s'explique par le fait que la hausse de pression entraîne une compression de gaz dans votre combinaison isotherme, d'où une perte de flottabilité. Compensez en gonflant votre gilet stabilisateur ou votre combinaison étanche si vous en portez une. Procédez à de petits ajustements fréquents pour ralentir et mieux contrôler votre descente. Cela vous permet d'égaliser tous les mètres quelques pieds. Dans des conditions idéales, vous arriverez au fond en flottabilité neutre en ajustant progressivement à mesure de votre descente. La remontée comporte également 5 étapes. Premièrement, vérifiez que votre binôme est prêt à remonter. Deuxièmement, consultez votre ordinateur pour vous assurer d'être dans les limites. Troisièmement, regardez vers le haut et tenez le dégonfleur de votre gilet. N'ajoutez pas d'air à votre gilet. Si vous êtes correctement lesté en flottabilité neutre, commencez à remonter en nageant lentement. Quatrièmement, remontez lentement à 18 mètres, 60 pieds par minute au maximum, ou à la vitesse de remontée indiquée par l'ordinateur selon la cadence la plus lente des deux. La plupart des ordinateurs indiquent une vitesse de remontée de 10 mètres 30 pieds par minute. Regardez vers le haut et tournez sur vous-même au fur et à mesure que vous remontez pour vous assurer qu'il n'y a rien au-dessus de vous. Tendez le bras vers le haut quand vous arrivez à la surface. Consultez votre ordinateur et contrôlez votre flottabilité afin de contrôler votre vitesse de remontée. Votre flottabilité augmente à mesure que vous remontez en raison de l'expansion d'air dans votre gilet stabilisateur et votre combinaison isotherme. Contrôlez votre flottabilité en dégonflant fréquemment et par petites quantités votre gilet stabilisateur ou votre combinaison étanche si vous en portez une. Si possible, remontez avec votre ou vos binômes le long d'un point de repère comme un fond en pente, un câble d'amarrage ou un câble vertical attaché à un bateau ou un flotteur. Là encore, il ne devrait vous servir que de repère visuel, à moins que certaines conditions, un courant fort par exemple, ne vous obligent à remonter en vous tenant. Vous pouvez remonter à mi-profondeur sans repère en contrôlant votre flottabilité et en surveillant la profondeur et la vitesse de remontée indiquée sur votre ordinateur. Dans ce cas, il est fréquent qu'un binôme contrôle la remontée et un autre l'orientation. Prévoyez toujours un palier de sécurité dans vos remontées. Il s'agit simplement d'une pause de 3 à 5 minutes que l'on marque au cours de la remontée entre 6 mètres, 20 pieds, et 3 mètres, 10 pieds, en général à 5 mètres, 15 pieds. Les paliers de sécurité vous aident à stabiliser votre descente et donnent à votre organisme plus de temps pour évacuer les gaz dissous, ce qui permet de réduire le risque de lésion par surpression pulmonaire et les accidents de décompression. Nous reviendrons là-dessus dans les sections 4 et 5. Bien qu'il soit plus facile de marquer un palier de sécurité avec un repère, il est possible de le faire sans repère en surveillant la profondeur indiquée sur l'ordinateur tout en restant entre deux eaux en flottabilité neutre.
Notez que les paliers de sécurité sont marqués par mesure de prudence supplémentaire, mais qu'ils n'ont pas lieu d'être en cas d'urgence, par exemple pour venir en aide à un autre plongeur ou si votre réserve d'air est très basse. Après confirmation par tous les plongeurs qu'ils ont bien marqué leur palier de sécurité, poursuivez votre remontée en nageant lentement. Regardez vers le haut et tendez le bras comme ceci, et tournez au besoin sur vous-même pour vous assurer de l'absence d'obstacles. Gardez le bras levé au moment de faire surface, puis gonflez votre gilet stabilisateur afin de flotter confortablement avant de passer au tuba. Si vous plongez depuis un bateau, vous faites généralement signe au dive master que tout va bien avant de vous diriger vers le bateau si vous en êtes éloigné. Vous portez une protection isotherme pour vous protéger du froid, mais aussi des piqûres, égratignures ou coupures accidentelles. Les 3 principaux types de combinaisons isothermes sont les combinaisons humides, les combinaisons étanches et les maillots, parfois appelées combinaisons intégrales. On utilise une combinaison humide en eau de 10 degrés Celsius, 50 degrés Fahrenheit, à 30 degrés Celsius, 86 degrés Fahrenheit. Ce type de combinaison est en néoprène. L'eau pénètre et reste à l'intérieur, d'où la désignation de combinaison humide. Cette couche d'eau est préchauffée par votre corps et le néoprène ralentit grandement la perte de chaleur. Une combinaison humide doit être parfaitement ajustée car si elle est trop lâche, l'eau entre et ressort, emportant avec elle la chaleur. Si elle est trop serrée, elle n'est pas confortable. Il est donc important d'obtenir les conseils d'un professionnel. Les combinaisons étanches recouvrent pratiquement tout le corps et s'utilisent à des températures inférieures à 18 degrés Celsius, 65 degrés Fahrenheit, mais aussi pour les plongées de très longue durée en eau plus chaude. Comme leur nom l'indique, ce type de combinaison ne laisse pas pénétrer l'eau. L'isolation est assurée par un sous-vêtement et une couche d'air et parfois la combinaison à elle seule. Une combinaison étanche constitue une cavité aérienne et doit être donc égalisée et ajustée afin d'en contrôler la flottabilité lorsque l'on change de profondeur. Vous apprendrez cette technique lors de la formation Paddy Dry Sweet Diver et si vous portez une combinaison étanche, votre instructeur vous aidera à vous familiariser avec son utilisation. Même si les combinaisons étanches ne se portent pas près du corps, il est important de bien choisir la taille, l'ajustement et les différentes options. Les maillots protègent plus ou moins contre les piqûres, les coupures, les éraflures et les coups de soleil, mais ils possèdent des propriétés isolantes minimales, voire inexistantes. Ils se portent seuls en eau très chaude ou sous une combinaison humide partielle en eau modérément chaude. Beaucoup de plongeurs portent un maillot pour pouvoir enfiler plus facilement leur combinaison humide. Les combinaisons isothermes sont proposées dans différents styles, et vous avez le choix entre différents accessoires et options. Les combinaisons humides et étanches ont des propriétés isolantes tellement efficaces que des risques de surchauffe existent par temps chaud. Pour éviter cela, préparez votre nécessaire de plongée avant de mettre votre combinaison et enfilez-la au tout dernier moment. Restez si possible à l'ombre. Limitez vos activités autant que possible, surtout si vous êtes exposé au soleil. Attendez le dernier moment pour enfiler votre capuche si vous en avez une et pour fermer votre veste. Si vous commencez à avoir trop chaud, cessez toute activité et rafraîchissez-vous même si cela retarde la mise à l'eau de quelques minutes. Un outil de coupe se porte pour des raisons de sécurité, si vous vous en mêlez par exemple, et d'utilité, notamment pour retirer des déchets sur un site de plongée. Vous avez essentiellement le choix entre 4 types d'outils, même si le type et la taille des outils de coupe sont soumis à des réglementations dans certaines régions. Disponibles dans différentes tailles, les couteaux de plongée ont généralement une lame lisse et en dents de scie. Les outils de plongée sont similaires mais sont munis d'une pince au lieu d'une extrémité pointue. Les cisailles servent surtout à couper les filets et lignes de pêche, de même que les couteaux Z munis de lames en crochet. On porte généralement un couteau Z en plus d'un couteau ou d'un outil de plongée ordinaire. Les outils de coupe se portent à différents emplacements selon les préférences comme illustré. Portez-en au moins un facilement accessible d'une main au cas où vous avez un bras pris dans quelque chose. Un sac est nécessaire pour porter et protéger tout le matériel de plongée à l'exception des poids, des bouteilles et des combinaisons étanches. Spécifiquement conçus pour la plongée, ces sacs sont munis de fermetures éclairs résistantes à l'eau de mer et protègent donc le matériel contre les moisissures
et ils sont capables de supporter des charges lourdes. Ils se déclinent dans de nombreux styles, couleurs et options que vous choisirez principalement selon vos goûts personnels. La taille est l'aspect le plus important à considérer. Choisissez un sac légèrement plus grand que ce dont vous pensez avoir besoin, car vous êtes appelé à acquérir davantage de matériel à mesure que vous gagnez de l'expérience. Les 3 principaux instruments utilisés en plongée sont le manomètre immergeable, l'ordinateur de plongée et la boussole. Ils peuvent être séparés ou bien 2 ou les 3 peuvent être intégrés en un seul instrument. Nous avons déjà couvert les manomètres immergeables. Les ordinateurs de plongée vous permettent de surveiller votre profondeur et votre temps de plongée et vous informent sur vos limites de temps. Nous reviendrons là-dessus dans les sections 4 et 5. Votre boussole vous aide à vous orienter. Nous reviendrons également sur ce sujet un peu plus tard. Outre ces instruments, d'autres sont facultatifs. Avant l'apparition des ordinateurs de plongée, les plongeurs se servaient de profondimètres et de montres qu'ils utilisaient avec des tables de plongée. Vous en aurez besoin si vous utilisez la RDP table ou l'ERDP-ML à la place d'un ordinateur. La montre de plongée est l'accessoire du plongeur par excellence. C'est pourquoi de nombreux plongeurs équipés d'un ordinateur portent aussi une montre. Mais c'est aussi un autre moyen de chronométrer leur plongée. Les thermomètres permettent de déterminer le degré de protection isotherme dont on a besoin. Ils existent sous forme d'instruments autonomes, mais sont aussi parfois intégrés au manomètre immergeable ou à l'ordinateur de plongée. Même s'ils sont robustes, les instruments de plongée doivent être protégés contre les chocs et les chutes. Évitez les expositions prolongées à l'ensoleillement direct et aux fortes chaleurs. Outre le rinçage des instruments, le seul entretien courant consiste à remplacer les batteries selon les consignes du fabricant. Reportez-vous donc à la documentation du fabricant pour vous informer sur les conditions d'entretien particulières. Vous apprendrez plusieurs méthodes de mise à l'eau au cours de la formation. Selon vos caractéristiques physiques, vous apprendrez notamment le pas de géant, une technique répandue pour la plongée depuis un gros bateau ou depuis un quai en eau profonde. Après votre contrôle de sécurité pré-plongée, rendez-vous au lieu de mise à l'eau avec votre binôme. Pour éviter de marcher avec vos palmes aux pieds, chaussez-les si possible à cet endroit, soit avec l'aide de votre binôme, soit en vous tenant sur un appui stable. Gonflez partiellement votre gilet stabilisateur, assurez-vous que la zone de mise à l'eau est dégagée et vérifiez que votre binôme est prêt. Respirez avec votre détendeur et tenez-le ainsi que votre masque comme ceci pour qu'il reste en place au moment de l'impact avec l'eau. Vous pouvez tenir vos instruments et accessoires de l'autre main, quoique certains plongeurs préfèrent les mettre derrière la tête. Regardez droit devant vous et faites un grand pas dans l'eau. Continuez de tenir votre masque et votre détendeur jusqu'à ce que vous soyez stable à la surface. Tournez-vous vers le bateau ou le quai, dans ce cas-ci vers le bord de la piscine, faites signe que tout va bien et laissez la zone libre pour votre binôme. Lorsque vous plongez en bateau, vous attendez généralement sur un filin à proximité de l'échelle ou de la poupe s'il y a un peu de courant. Vous effectuez un contrôle de lestage à la surface pour déterminer le lestage correct. En commençant avec votre estimation de lestage, respirez avec votre détendeur et dégonflez entièrement votre gilet stabilisateur. En respirant normalement, vous devriez flotter à la hauteur de l'œil et lorsque vous expirez, vous devriez couler doucement. Si ce n'est pas le cas, ajoutez ou retirez du lest autant que nécessaire. Dès que vous y parvenez, si vous portez une bouteille pleine, ajoutez environ 2 kg. C'est parce que l'air contenu dans votre bouteille a du poids et que vous vous allégerez au fur et à mesure que vous utilisez votre réserve d'air. Ces 2 kg compensent cette variation de poids. La sangle du gilet peut parfois se desserrer et entraîner le glissement de la bouteille. Si cela se produit avant la mise à l'eau, la solution la plus simple consiste généralement à enlever le nécessaire de plongée pour le réajuster. Si une sangle de bouteille se dessert en cours de plongée, cela ne constitue pas généralement une urgence car elle restera avec le plongeur. Trouvez un fond sableux ou un autre fond non sensible et demandez au plongeur de se tourner le visage vers le bas, comme ceci. Desserrez la sangle suffisamment pour remettre la bouteille en place, puis resserrez et bloquez-la.
Si la sangle se dessert à la surface, vous pourrez peut-être la réattacher en demandant au plongeur de se tenir à quelque chose tout en respirant avec son tuba ou son détendeur. Cette opération est généralement plus facile si le gilet stabilisateur du plongeur ne renferme pas plus d'air que nécessaire pour flotter. Si une bouteille se dessert à la sortie de l'eau, la solution la plus simple consiste souvent à se remettre doucement à l'eau et à se défaire du matériel et à le soulever hors de l'eau comme ceci. Pour réussir cette opération, vous vous exercerez à vous déséquiper dans l'eau à la surface. Quand votre tuba est hors de votre bouche à la surface, il se remplit d'eau. Pour le vider et vous permettre de respirer, soufflez vigoureusement comme ceci pour évacuer l'eau. C'est ce qu'on appelle la méthode de vidage par le jet de baleine. Une fois votre tuba vidé, inspirez avec précaution et ayez recours au contrôle des voies aériennes pour respirer en évitant l'eau qui reste dedans et soufflez de nouveau vigoureusement pour vous en débarrasser. Entraînez-vous le visage dans l'eau qui serait votre position si vous gardiez les yeux sur quelque chose sous l'eau ou dans une mer agitée, ou pour des raisons pratiques, votre visage est toujours dans l'eau. Vous passez du tuba au détendeur et du détendeur au tuba dans presque toutes les plongées. Là encore, entraînez-vous le visage dans l'eau. Respirez une fois d'abord avec votre tuba, puis passez à votre détendeur. Videz votre détendeur. Après quelques respirations, prenez une inspiration, puis reprenez votre tuba, videz-le et respirez. Répétez cette utilisation alternée jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement à l'aise. Lors de la deuxième plongée en milieu protégé, vous commencerez à travailler sur vos techniques de flottabilité neutre. Le pivotement sur les palmes est une technique souvent utilisée par les débutants. Allongez-vous visage vers le bas sur un fond qui ne craint rien ou sur du sable par exemple, si vous n'êtes pas dans une piscine, détendez-vous et respirez lentement et profondément. Si vous êtes à peu près en flottabilité neutre, vous devriez pivoter vers le haut sur le bout des palmes quand vous inspirez et vers le bas quand vous expirez. Si vous n'êtes pas en flottabilité neutre, gonflez légèrement votre gilet stabilisateur et réessayez. Effectuez des changements minimes car un gonflage excessif risque de causer une remontée rapide. Soyez patient. Lorsque vous pivotez vers le haut et le bas en respirant, vous êtes pratiquement en flottabilité neutre. Une fois que vous maîtrisez cette technique, commencez à utiliser la flottabilité neutre comme l'état normal en plongée. Par exemple, si vous devez vider votre masque, au lieu de vous agenouiller, videz-le à mi-profondeur ou simplement avec un léger contact du bout des palmes dans une position plus horizontale, comme ceci. Même si le pivotement sur les palmes est une technique courante, il est possible que votre instructeur vous en montre une autre. Lors de la deuxième plongée en milieu protégé, vous continuerez de vous entraîner aux techniques de vidage de votre masque. Vous commencerez par vider un masque entièrement rempli d'eau, exactement de la même manière que lorsque vous videz un masque partiellement rempli, comme ceci. Vous êtes ainsi préparé au cas où il se déplacerait entièrement en plongée. Si vous ne portez pas de lentilles de contact, gardez les yeux ouverts. Tout sera flou, mais vous verrez suffisamment bien pour nager, faire signe à votre binôme, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise au début en respirant avec le nez exposé à l'eau, bloquez-le brièvement si nécessaire. Mais avec un peu d'entraînement, vous arriverez à respirer sans masque et sans blocage. Vous vous entraînerez à le faire pendant au moins 1 minute, soit environ le temps qu'il vous faudrait pour atteindre la surface si vous perdiez votre masque et vous ne le retrouviez pas. Au bout d'1 minute, remettez-le et videz-le. Puis vérifiez que vos cheveux ou votre capuchon ne sont pas coincés dans le joint, ce qui causerait la formation de gouttelettes. Une panne possible, mais rare, est le blocage du gonfleur du gilet stabilisateur ou de la combinaison étanche. La solution consiste à le débrancher et à laisser s'échapper le trop-plein d'air. Au début de l'exercice, il est possible que votre instructeur simule le blocage en maintenant le bouton de gonflage enfoncé. Débranchez immédiatement le tuyau du gonfleur, comme ceci. Cela demande plus d'effort lorsque le détendeur est sous pression. Poussez le tuyau vers le branchement, comme ceci, tout en tirant sur le raccord avec les doigts. Si vous ne parvenez pas à débrancher rapidement, mettez-vous dans une position relativement verticale et maintenez ouverte la valve de purge de façon à garder le contrôle sur votre flottabilité tout en continuant à débrancher le tuyau. Une fois l'exercice terminé, n'oubliez pas de rebrancher le tuyau du gonfleur.
Lors de la 3e plongée en milieu protégé, vous apprendrez à gonfler votre gilet stabilisateur sans le mécanisme de gonflage à moyenne pression de votre bouteille. Vous serez mieux préparé à réagir correctement si vous savez ce que l'on ressent en cas de panne d'air. Votre instructeur simulera cette panne en fermant le robinet de votre bouteille pendant que vous respirez et consultez votre manomètre immergeable. Notez que la pression baisse à chaque inspiration et que la respiration se fait sensiblement de plus en plus difficile. Dès que vous ne pouvez plus prendre une inspiration, faites signe « panne d'air » et votre instructeur rouvrira le robinet. Vous verrez la pression précédente s'afficher sur votre manomètre immergeable et vous pourrez reprendre votre respiration. Un bon plongeur sait en permanence la quantité d'air approximative qui lui reste. Pour vous aider à acquérir à votre tour cette aptitude, votre instructeur vous demandera, sans vous prévenir, de signaler votre pression d'air sans consulter votre manomètre que vous vérifierez ensuite ensemble. Si vous savez bien gérer votre réserve d'air et surveiller correctement votre manomètre immergeable, vous devriez être à environ 20 bars par 300 PSI. L'une des techniques de sortie que vous apprendrez peut-être est la sortie par échelle. Il s'agit d'une technique de sortie fréquemment employée lors des plongées depuis un gros bateau. Faites surface à proximité, mais pas trop près de la zone de l'échelle. Si un autre plongeur vous précède, ne vous placez pas directement en dessous car il pourrait retomber dans l'eau ou sa bouteille pourrait se desserrer. S'il y a du courant, vous aurez normalement un câble sur lequel vous tenir en attendant votre tour. Dans ce cas, approchez-vous de l'échelle et agrippez-vous fermement. Gardez votre masque pour vous permettre de voir au-dessus et en dessous de la surface et repassez au détendeur pour pouvoir respirer au cas où vous retombiez dans l'eau. Puis en continuant de tenir l'échelle, tendez d'éventuels accessoires avant d'enlever et de tendre vos palmes. Certains plongeurs glissent leurs palmes réglables sur leurs poignets, comme ceci, pour les avoir à portée de main, au cas où ils devraient nager après avoir lâché prise et être poussés par le courant. Respirez avec votre détendeur jusqu'à ce que vous soyez complètement à bord, puis asseyez-vous immédiatement ou déséquipez-vous avec l'aide d'un binôme. Selon le type de bateau, l'échelle, les conditions à la surface et vos caractéristiques physiques, vous pouvez tendre vos poids ou tout votre nécessaire de plongée avant de grimper à l'échelle. Certains plongeurs ne peuvent pas grimper d'échelle et doivent de ce fait employer d'autres techniques de sortie.